L'aéroport Paris-Charles de Gaulle vibrait de sa cacophonie habituelle, d'adieux précipités et de retrouvailles émues. Mathilde Dubois, 26 ans, les doigts tremblants alors qu'elle serrait son billet aller simple pour Miami, sentait le poids du collier fantaisie contre sa poitrine. À l'intérieur du médaillon, acheté pour 5 € dans une petite bijouterie de quartier populaire d'Aubervilliers, elle gardait une mèche de cheveux de Noémie, sa fille de 3 mois. Sacrifice, se répétait-elle mentalement, mais le mot qui lui déchirait les entrailles était autre, abandon. La blouse tachée de lait maternel qui n'avait plus de destination, le jean usé qu'elle avait lavé 3 fois dans la semaine, le vieux sac à dos à la fermeture éclair cassée, tout criait la réalité qu'elle laissait derrière elle. L'appartement humide d'Aubervilliers, les factures impayées s'accumulant comme les briques d'un mur infranchissable, le berceau improvisé dans un tiroir de commode parce qu'il n'y avait pas d'argent pour en acheter un vrai. Suivant, cria l'hôtesse de l'enregistrement, et Mathilde avança d'un pas qui semblait porter du plomb. Dans sa poche, le téléphone vibra. Message de Léa, sa sœur cadette. Noémie a dormi, elle a bu tout son biberon. Tout ira bien, Matt. On se débrouille, ici. Les larmes que Mathilde avait juré de ne pas verser brûlaient derrière ses yeux. 6 mois à chercher du travail à Paris, des CV envoyés partout, des humiliations lors d'entretiens où l'on demandait « Mais et si le bébé tombe malade ?» La proposition de travail comme nounou à Miami, un salaire en dollars, la promesse d'envoyer de l'argent tous les mois, était la seule porte ouverte dans un couloir de porte close. L'embarquement fut mécanique. Elle chercha le siège 42C, coincé entre une dame qui ronflait avant même le décollage, et la fenêtre qui montrait Paris-Charles de Gaulle, diminuant jusqu'à devenir un flou de lumière. Quand l'avion fut stabilisé, Mathilde ferma les yeux et laissa l'épuisement de moi s'endormir correctement finalement l'envahir. Ce fut le cri qui la réveilla. Ce n'était pas le pleur qui monte doucement, ce geignement que les mères apprennent à déchiffrer. C'était un hurlement urgent, désespéré, le genre de pleur qui signifie la faim mêlée à la panique. Le corps de Mathilde réagit avant la raison. Ses seins picotèrent, le lait descendit instantanément, tachant encore plus la blouse déjà marquée. 3 rangées plus loin, un homme au costume impeccable tentait, sans succès, de calmer un bébé. La montre de luxe à son poignet brillait sous la lumière froide de la cabine, tandis qu'il offrait un biberon que l'enfant refusait avec encore plus de désespoir. Les passagers alentour commençaient à s'agiter, mal à l'aise, certains jetant des regards de réprobation mal dissimulés. Mathilde observait encore quelques secondes. L'homme, séduisant d'une manière qui criait l'argent, avec ce bronzage de jet-setter et ses cheveux coupés dans un salon de luxe, était clairement perdu. La sueur perlait sur son front, tandis qu'il tentait différentes positions, différentes intonations, n'importe quoi, pour faire cesser les pleurs du bébé. « Excusez-moi, Mathilde s'entendit dire, déjà debout dans l'allée. « Puis-je vous aider ?» L'homme leva les yeux et pendant un instant, Mathilde vit quelque chose qu'elle reconnut immédiatement. Un désarroi pur, le même qu'elle ressentait chaque fois que Noémie pleurait, et qu'elle ne savait pas si c'était la faim, la couche, ou simplement la nostalgie du ventre maternel. « S'il vous plaît, » répondit-il, la voix rauque. « Je ne sais plus quoi faire. Elle ne s'arrête pas. Elle refuse le biberon. J'ai tout essayé. Ça, c'est une fille. Céleste, 3 mois et demi, le même âge que Noémie, l'univers et ses cruelles ironies. Elle a vraiment faim, dit Mathilde, prenant le bébé avec la familiarité de celle qui a fait cela 1000 fois. Le biberon est à la bonne température, mais parfois ils veulent autre chose. Elle hésita. Ce qu'elle s'apprêtait à offrir était trop intime, franchissant toutes les barrières sociales visibles et invisibles entre elle et cet homme visiblement riche. Mais Céleste, magnifique, avec ses petites boucles brunes et sa peau claire comme de la porcelaine, continuait de hurler, le petit visage rougi à force de pleurer. « J'ai du lait, » dit Mathilde à voix basse, presque un murmure. « Maternelle. Ma fille a le même âge. J'allaite toujours. » L'homme la regarda comme si elle venait d'offrir de l'eau dans le désert. « Vous feriez ça, vraiment ?» En guise de réponse, Mathilde s'assit à sa place, blottit Céleste contre sa poitrine et, d'un mouvement discret couvert par la couverture de vol, offrit son sein. Le silence fut instantané. Le bébé s'agrippa avec la force des affamés, ses petits yeux se fermant en extase, ses petites mains agrippant la blouse de Mathilde, comme si c'était la seule chose solide au monde. « Mon Dieu !» l'homme murmura,
et Mathilde vit des larmes dans ses yeux. Merci. Merci beaucoup. Je ne savais plus quoi faire. Antoine, se présenta-t-il quand Céleste s'endormit enfin, rassasiée, dans les bras de Mathilde. Antoine Lacroix. Mathilde, répondit-elle, lui rendant le bébé avec une infinie précaution. Mathilde Dubois. Ils s'assirent côte à côte. Il avait convaincu la dame assise à côté de Mathilde d'échanger sa place, sans doute avec un billet de 100 $ discrètement offert. Tandis que Céleste dormait sur ses genoux, l'histoire émergea peu à peu comme de l'eau s'échappant d'un barrage fissuré. « Sa mère est partie, » dit Antoine, les yeux rivés sur l'océan de nuages à travers le hublot. « Il y a 3 semaines, elle a laissé un mot disant qu'elle n'était pas faite pour être mère, que c'était une erreur, et que j'avais les moyens de m'occuper seule de Céleste. »« Mon Dieu !» murmura Mathilde. « Sophie a toujours été compliquée. Fêtes, voyages, Instagram. Quand elle est tombée enceinte, j'ai cru qu'elle changerait. Quand Céleste est née, il a semblé qu'elle avait changé. Mais ça n'a pas duré, elle disait qu'elle se sentait piégée, que ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Et vous ? Antoine rit, sans joie. Moi ? Je dirige une entreprise technologique. Je travaille 16 heures par jour. J'ai eu 3 nounous à Miami qui ont toutes démissionné parce que Céleste ne prend le biberon sous aucun prétexte. Je pars pour une conférence à laquelle je ne peux pas manquer, avec un bébé qui ne cesse de pleurer et... Il fit une pause déglutissant. Et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était pas inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui reconnaissent l'une chez l'autre une douleur familière. « Et le père de votre fille ?» demanda Antoine finalement. « Il a nié que c'était la sienne, » répondit Mathilde, surprise par sa propre franchise. « Il a dit que je n'avais aucun moyen de le prouver, que cela pouvait être n'importe qui. Comme si j'étais. » Elle ne termina pas la phrase. « Il s'est enfui à la campagne, personne ne sait où il est. Vous partez travailler à Miami ? Comme nounou, une famille brésilienne. Les Mendonça. Il paie en $, j'ai promis d'envoyer tout à ma sœur pour s'occuper de Noémie. » Antoine la scruta longuement. « Vous avez laissé votre fille de 3 mois pour aller travailler à vous occuper des enfants des autres ?» L'accusation implicite aurait dû faire mal, mais son ton n'était pas celui du jugement. C'était celui de la reconnaissance. Un père désespéré reconnaissant le désespoir d'une mère. « Je n'avais pas le choix, » dit simplement Mathilde. « Soit ça, soit la regarder mourir de faim dans quelques mois. Au moins comme ça, elle a une chance. » Antoine regarda Céleste endormie, puis Mathilde. Quelque chose passa sur son visage, une décision en train de se former. « Et si je vous faisais une meilleure proposition ?»« Comment ça ?»« Travaillez pour moi, prenez soin de Céleste. Je paierai le double de ce que les Mendonça vous ont offert. Et... » Il hésita, comme si la suite était trop folle même pour lui. « Et je fais venir votre fille. Je paie le billet, la documentation, tout. Votre sœur peut venir avec si elle veut. J'ai une grande maison, beaucoup de place. » Mathilde sentit l'air lui échapper des poumons. « Vous ne me connaissez même pas. Je vous connais suffisamment, » répondit Antoine, désignant Céleste qui dormait paisiblement. « Elle n'a pas dormi comme ça depuis 3 semaines. Vous avez ce dont elle a besoin et... » Il croisa son regard. « Personne ne devrait avoir à choisir entre être mère et survivre. Pourquoi feriez-vous cela ? Parce que je peux, parce que j'en ai besoin, parce que... » Il passa une main dans ses cheveux, défaisant la coupe impeccable. « Parce que j'en ai assez d'être seul là-dedans. Les nourrices que j'ai engagées s'en occupent comme d'un travail, toi. Tu t'en occupes comme une mère. » L'offre était trop surréaliste, trop généreuse, trop dangereuse. Mathilde connaissait les histoires. Des hommes riches qui pensaient pouvoir tout acheter, y compris les gens. Mais en regardant Antoine, en voyant la manière attentive avec laquelle il tenait Céleste, le désespoir honnête dans ses yeux, elle vit quelque chose de différent. Elle y vit un père aussi perdu qu'elle, essayant de faire de son mieux avec les cartes que la vie lui avait distribuées. « J'aurais besoin de réfléchir. » « Bien sûr. » Mais il sortit une carte de sa poche. « Appelle-moi quand nous arriverons. Je serai au Fontainebleau Miami Beach jusqu'à ce que je trouve une nounou. Si tu décides d'accepter, nous pouvons tout régler en quelques jours. » Le reste du vol passa en conversation chuchotée. Antoine apprenait à identifier les différents types de pleurs. Mathilde enseignait la meilleure position pour éviter les coliques. Ils parlèrent aussi d'autres choses. Il raconta son enfance à Neuilly-sur-Seine, ses études à HEC Paris, et comment il avait repris les affaires familiales après le décès de son père.
Elle parla de ses études d'infirmière interrompues, d'avoir pris soin de sa mère atteinte d'un cancer jusqu'à la fin, du rêve de pouvoir un jour reprendre ses études. Quand l'avion commença sa descente sur Miami, Céleste se réveilla en pleurant de nouveau. Cette fois, personne ne s'offusqua lorsque Mathilde l'allaita. Antoine avait créé une petite forteresse d'intimité avec des couvertures de vol et sa propre posture, protégeant les deux des regards curieux. « Merci », dit-il quand Mathilde lui rendit Céleste, satisfaite et somnolente. Pour tout. La résidence d'Antoine à Miami n'était pas une maison. C'était une déclaration de verre et de béton surplombant la baie de Biscayne. Mathilde se tenait à l'entrée de marbre, sa petite valise usée à ses pieds, encore en train de digérer comment elle était arrivée là. 3 jours s'étaient écoulés depuis le vol. 3 jours durant lesquels elle avait tenté de se convaincre que l'offre d'Antoine était folle, qu'elle devrait suivre son plan initial, aller travailler pour les Mendonça. Mais quand elle appela Léa et lui raconta la proposition, sa sœur fut directe comme à son habitude. « Mathilde, arrête de faire la bête. Le type propose de faire venir Noémie. Tu pourras rester avec ta fille. Accepte ça tout de suite. » Et maintenant elle était là, accueillie par Rosa, la gouvernante, une femme d'origine cubaine au sourire chaleureux qui la guida à travers des couloirs qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de décoration. « Monsieur Antoine a tout préparé », disait Rosa tandis qu'elle marchait. « Une chambre pour vous, une chambre pour le bébé quand elle arrivera, et même une chambre pour votre sœur. C'est un homme bon, tu sais, il est juste très perdu depuis que cette vipère est partie. » La chambre qui serait celle de Mathilde était plus grande que le salon de son appartement à Aubervilliers. Vue sur la baie, salle de bain avec baignoire, un lit qui semblait être un nuage. Sur la table de chevet, un iPhone encore dans sa boîte avec un mot. « Pour appeler Noémie quand tu veux. Forfait international déjà actif. » Ah ah. Mathilde sentit les larmes monter. Ce n'étaient pas les choses chères qui l'émouvaient, c'était le geste. Antoine avait pensé à elle, à son désir de parler à sa fille. Mathilde. Sa voix vint du couloir et quelques secondes plus tard, il apparut avec Céleste dans les bras. Le bébé était irrité, son petit visage rouge annonçant des pleurs. « Dieu merci, vous êtes venu. Elle ne prend le biberon en aucune façon. J'ai essayé 6 marques différentes. » Sans réfléchir, Mathilde prit Céleste qui se calma immédiatement, reconnaissant l'odeur, le toucher. En quelques minutes, elle tétait tranquillement tandis que Mathilde s'installait dans le fauteuil près de la fenêtre. « Comment sait-elle » demanda Antoine, s'asseyant sur le lit, réellement fasciné. « Comment sait-elle que c'est vous ?»« L'odeur principalement. Les bébés reconnaissent à l'odeur, et au battement cardiaque aussi, au rythme de la respiration. Vous feriez une bonne infirmière. »« Je le serai, » corrigea Mathilde doucement. « Un jour, quand Noémie aura grandi un peu, je reprendrai mes études. » Antoine resta silencieux un instant, les observant toutes les deux. « J'ai parlé à mon avocat en immigration. Nous pouvons faire venir Noémie et votre sœur Léa comme vos dépendantes avec un visa de travail. 2 semaines maximum pour toute la paperasse. 2 semaines. J'ai des contacts. L'argent ouvre des portes. » Il haussa les épaules, sans arrogance, déclarant simplement un fait. « J'ai déjà envoyé les billets pour votre sœur Léa. Première classe pour qu'elle puisse venir confortablement avec Noémie. » Mathilde ne put retenir ses larmes cette fois. En quelques jours, cet étranger faisait plus pour elle et Noémie que le propre père de l'enfant. « Pourquoi êtes-vous si bon avec moi ?» Antoine se leva, alla jusqu'à la fenêtre, regarda l'eau. « Vous savez ce que Sophie m'a dit en partant? Que j'avais acheté un enfant, que j'avais insisté sur la grossesse parce que je voulais un héritier, comme si c'était une transaction commerciale. Et vous savez le pire ?» Il se tourna pour la regarder. Elle n'avait pas complètement tort. Je voulais une famille parfaite à poster sur Instagram, à montrer aux réunions d'associés. Je voulais la photo, pas la réalité. Et maintenant? Maintenant, j'ai une fille qui pleure toute la nuit, qui a vraiment besoin de moi, pas de mon compte en banque. Et je ne sais pas être père, Mathilde. Mais vous, il désigna Céleste, sereine sur sa poitrine, vous savez être mère. Même loin de votre fille, vous êtes mère. Je veux apprendre ça. Les 2 semaines qui suivirent s'écoulèrent dans une routine étrange et réconfortante. Mathilde s'occupait de Céleste, mais Antoine était toujours là, apprenant. Ce n'était pas le genre de patron qui disparaît en laissant les employés tout faire. Il changeait les couches, maladroitement, donnait le bain, mouillant plus son propre chemisier que le bébé, et passait des heures à observer Mathilde
absorbant chaque détail. Le soir, après que Céleste dormait, ils discutaient sur la véranda. Antoine racontait l'empire technologique qu'il avait hérité et développé, la pression d'être parfait en permanence. Mathilde parlait de son enfance dans la banlieue, de la force qu'elle avait dû trouver quand sa mère était tombée malade, de la peur constante de ne pas être suffisante pour Noémie. « Vous êtes bien plus que suffisante », dit Antoine une de ces nuits, son verre de whisky oublié à la main. « Vous avez traversé le pays pour lui offrir un avenir. Ça, c'est le véritable amour. » Finalement, le jour arriva. Mathilde était à l'aéroport, les jambes tremblantes, le cœur battant la chamade. Quand elle vit Léa surgir du hall des arrivées avec Noémie dans les bras, le monde s'arrêta. Sa fille, son bébé. 3 semaines avaient semblé 3 ans. Noémie la reconnut immédiatement, son petit visage s'illuminant d'un sourire édenté. Quand Mathilde la prit, l'odeur d'elle, lait aigrelet, talc, amour pur, l'enveloppa comme une couverture. « Mon amour, mon amour, mon amour !» répétait-elle, embrassant chaque centimètre de son petit visage. Léa la regardait, pleurant elle aussi. « Elle t'a cherché, Mathilde. Elle te cherchait partout dans l'appartement. » Antoine avait envoyé une voiture les chercher. Pendant le trajet vers la maison, Léa regardait tout bouche bée. Les larges avenues, les palmiers, la mer d'un bleu impossible. « Mathilde, » murmura-t-elle, « c'est quel endroit ici ?» « Notre nouvelle vie, » répondit Mathilde, n'y croyant pas encore elle-même. À la maison, Antoine avait tout préparé. La chambre de Noémie était un rêve en bleu et blanc, avec un vrai berceau, un mobile tournant doucement, un fauteuil d'allaitement qui semblait un câlin. « J'ai exagéré ?» demanda-t-il, visiblement nerveux. « C'est parfait, » dit Mathilde, la voix étranglée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, les 2 bébés dormirent toute la nuit. Noémie dans son nouveau berceau, Céleste dans le sien, comme si la présence l'une de l'autre leur apportait la paix. Mathilde était sur la véranda, enfin détendue, quand Antoine apparut. « Je peux ?» Elle acquiesça et il s'assit à côté d'elle. « Merci, » dit-il simplement, « d'avoir accepté d'être venu pour tout. Merci à vous, d'avoir ramené ma fille pour... Mathilde. » Il l'interrompit doucement. « Je dois être honnête sur une chose. » Son cœur se figea. Voilà le piège, le vrai prix de tant de générosité. Je suis en train de tomber amoureux de vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air humide de Miami. Je sais que c'est fou, continua-t-il rapidement. Je sais que vous travaillez pour moi, que cela complique tout, que vous pourriez penser que c'est une sorte d'abus de pouvoir. Mais je jure que ce n'est pas le cas. Si vous dites que vous ne ressentez rien, je n'en parlerai plus jamais. Vous resterez ici à prendre soin de Céleste avec votre fille, tout comme avant. Simplement. Il fallait que je le dise. Mathilde regarda l'eau, les lumières de la ville se reflétant comme des étoiles liquides. Elle pensa à toutes les raisons pour lesquelles c'était une si mauvaise idée. La différence sociale, le fait de travailler pour lui, le risque de tout perdre si cela tournait mal. Mais elle pensa aussi à leur conversation tardive, à la façon dont il regardait Céleste, à la délicatesse avec laquelle il traitait Noémie, comme si elle était la sienne. Elle pensa à quel point, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. « Moi aussi », dit-elle finalement, si bas que sa voix se perdit presque dans le son des vagues. Antoine se tourna pour la regarder. « Moi aussi, quoi. Moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de toi, mon riche imbécile. » Il rit soulagé et heureux. Et quand il l'embrassa, Mathilde sentit que peut-être, juste peut-être, certaines histoires improbables pouvaient avoir des fins heureuses. À l'intérieur, 2 enfants dormaient paisiblement. Dehors, 2 adultes blessés par la vie découvraient que l'amour naît parfois dans les endroits les plus inattendus, comme dans un avion au-dessus de l'Atlantique, lorsqu'une mère offre ce qu'elle a de plus précieux pour calmer l'enfant d'une autre. Et ainsi, du lait à l'amour, Mathilde découvrit que la famille n'est pas une question de sang ou de nom de famille. C'est choisir de rester, choisir de prendre soin, choisir d'aimer, même quand le monde entier dit que cela n'a aucun sens. Sur l'iPhone qu'Antoine lui avait donné, elle écrivit un message à la seule amie qu'elle avait laissée à Aubervilliers. « Je suis bien arrivée. Noémie est avec moi. Je crois que j'ai enfin trouvé notre place. » Et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai.